Bonjour, chers amis, je suis ravi d'être là. Avec Fernando, nous nous connaissons depuis tellement d'années et je crois qu'on s'est connus dans un colloque que Fernando avait organisé à l'époque avec des chirurgiens, des médecins, des psychanalystes. Donc ça a commencé il y a très très longtemps. On est dans le prolongement de ça. Alors le sujet que je vais vous traiter, c'est la rhinoplastie. Et la rhinoplastie est quelque chose de très intéressant. Et même l'entrée dans l'histoire de cette opération extraordinaire va vous intéresser parce qu'elle est hautement symbolique. Alors je vais vous parler, on va mettre d'abord sur le divan l'histoire même de la rhinoplastie et ensuite la clinique, bien sûr, qui nous intéresse. Alors, l'inventeur de la rhinoplastie moderne a été ce monsieur qui s'appelait Jacques Joseph, qui vivait en Allemagne. Vous voyez par son nom Joseph qu'il était juif. Et ça va être très important dans ce que je vais vous raconter. Donc il a vécu entre les deux siècles. Et voilà, donc ça c'est ses écrits qui sont... il a laissé un grand écrit, puis il a inventé surtout les techniques que l'on connaît aujourd'hui. Alors, il a fait ses études en Allemagne. Il a été résident dans un service pendant 4 ans, dans un service d'un nommé Wolf, qui était aussi juif, mais qui l'a viré de son... qui l'a exclu de son service parce qu'il avait osé, dans un grand service d'orthopédie, opérer un gamin d'oreille décollée. Et à l'époque, ça ne se faisait pas. Donc, il s'est installé dans le privé, et puis il a commencé à opérer des nez. Il a commencé à opérer des nez, pourquoi? Parce que des gens étaient gênés pour trouver un emploi socialement quand ils avaient un nez sémite, un nez juif. Même s'ils n'étaient pas juifs, ça leur causait un préjudice. Et donc la première rhinoplastie qu'il a faite en 98, c'était, il a fait une incision le long du nez, il a enlevé la bosse, il a refermé. Mais cette incision faisait quand même laisser une trace qui avait signé qu'il y avait eu une opération, et ça ne suffisait pas. Et c'est là que son génie est intervenu, et que, là, en 1903, il a fait la première opération par la voie fermée, par voie interne, c'est-à-dire qu'il ne laissait aucune cicatrice extérieure. Et c'est cette opération-là que encore nous pratiquons, Vladimir Mitz et moi, aujourd'hui. Alors, il a été très... Vas-y. Donc, il a été... très très connu en Allemagne, il a eu un succès énorme, et en même temps ce monsieur, il voulait être plus allemand qu'allemand, il était très patriote, il était même admis en tant qu'étudiant dans des fraternités étudiantes d'où les juifs étaient exclus, il était admis dans des clubs privés, et il était très très intégré, il faisait partie de l'élite de la société allemande, et il a eu des distinctions notamment pendant la Première Guerre mondiale, parce qu'il réparait les gueules cassées, évidemment. Comme en France, on a eu Maurestin, lui, il était en Allemagne. Et il était il était professeur, il était chef du département de chirurgie plastique de la face de l'hôpital de la Charité à Berlin, où il a continué à exercer. Et voilà. Et alors, ce qui est très curieux, c'est que, bon, il était très populaire en Allemagne, et récemment, il y a quelques années, dans un congrès en Israël, j'ai parlé de Joseph à un de mes collègues, il m'a dit, tu sais, ma grand-mère s'était fait opérer à Berlin avant la guerre, et elle avait un nez opéré par Joseph, il l'appelait entre eux un Nosef. Hein, comme en France, on avait le nez Claouet, le nez à la parisienne, eux, ils avaient le Nosef, le nez de Joseph Nosef. Alors, il avait aussi une notoriété mondiale, là on le voit avec des professeurs, des grands noms que nous connaissons, nous, dans la chirurgie plastique, venant du monde entier, des États-Unis, notamment Aufricht, notamment Malignac, voilà, et tous ces gens-là venaient le voir parce qu'il leur enseignait cette technique extraordinaire de rhinoplastie. Voilà, alors on a toujours son héritage, on a ses instrumentations, on a plusieurs instruments qui sont dits de Joseph, et puis on a cette rhinoplastie extramuqueuse. Alors, ce qui est très particulier, qui nous intéresse aussi, c'est que cette opération qui a été inventée, en fait, pour corriger les nez de type sémite, permettant aux patients de ne pas être stigmatisés comme juifs. Voilà, vas-y. Voilà, parce qu'on sait que plus tard, on sait comme ce qui va se passer en Allemagne, et bon, ça c'est les caricatures, les juifs, et puis ensuite on a eu des théories anthroporaciales. Ce livre-là, quelqu'un me l'a offert, et
il était édité avant la guerre, pendant la guerre. Donc voilà, et donc plus tard encore, on va rester sur ce... Donc il y a eu la montée d'Hitler, les lois raciales, et puis Jacques Joseph est interdit, le grand Jacques Joseph est interdit d'exercer, il est déchu. Lui, le patriote, qui se voulait plus allemand qu'allemand, qui a inventé une opération permettant de ne pas être exclu par un juif, et ben, l'histoire l'a rattrapé. Alors il est mort avant la guerre, pas dans les camps, et on ne sait pas très très bien les circonstances. Et voilà ce qui est hautement symbolique. Alors, voilà, donc l'ordre du monde, dans sa cruauté, est resté sourd à la mission réparatrice de Jacques Joseph, lui qui voulait un peu réparer l'ordre du monde, aider les gens voilà, c'est aussi... Il y a une notion dans le judaïsme qui s'appelle tikkun olam, on va faire comme tout à l'heure, qui s'appelle la réparation du monde. L'être humain est là pour réparer les choses qui ne vont pas dans le monde. Donc, Jacques Joseph avait peut-être cette mission qui avait peut-être donné sens à sa vie, mais qui pour nous a donné naissance à une technique chirurgicale universelle. Là, c'était la tombe complètement cassée qui a été retrouvée, et on l'a réhabilitée dans le cimetière juif de Berlin. Voilà, bon, on continue. Alors maintenant, voilà, ça c'était l'histoire de la rhinoplastie sur le divan. Maintenant, on va passer à la clinique. Alors, pour éviter le langage des sourds entre un patient désireux d'une rhinoplastie et un chirurgien, et ce langage des sourds, évidemment, peut aboutir à une catastrophe, parce que la chirurgie, il y a avant, mais il y a après, puis et il y a ce côté irréversible de la chirurgie. Alors, le regard peut pallier aux insuffisances de l'oreille, peut-être. Hein. Donc, nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons des dessins. Vous voyez, ça c'est une photo d'une patiente, et on essaie de se mettre d'accord sur un visuel, sur un projet. Voilà, j'ai noirci ce que je vais enlever. Sur ce dessin, on traite tout le profil, parce qu'un nez peut être beau chez quelqu'un, mais le même nez pas beau chez l'autre, parce qu'il faut une harmonie avec l'ensemble du profil. Donc voilà comment on conçoit et comme on peut se mettre d'accord autour de cette photo. Vas-y. Voilà, et ça c'est le résultat. Donc on a le projet et le résultat. Donc, avec les aléas, puisque la chirurgie, ce n'est pas une science exacte, on a quand même des variations liées à la cicatrisation, mais globalement, c'est pour ça qu'il est d'autant plus important d'avoir un projet au départ, parce que si on n'a pas de projet au départ, ça peut aller dans tous les sens. On continue. Voilà. Voilà. Donc, on continue. Alors, j'ai toujours dit ça, dans n'importe quelle opération, il se passe quelque chose qui est loin d'être superficiel, une opération esthétique, qu'elle soit du visage ou du corps, est une opération après laquelle il y a un éclairage que l'on lit dans les yeux. Cette flamme que l'on voit dans les yeux d'une personne opérée, ça signe la réussite d'une opération esthétique, et ça signe peut-être la réconciliation de ce que Pierre Fédida appelait le divorce entre l'être et son image. Pierre Fédida qui a été mon premier psychanalyste. On continue, pareil. Vous voyez, donc, d'accord, bon, voilà, c'est un autre cas, on continue. Alors, ça c'est un cas très, très intéressant parce que quelqu'un que j'ai récemment opéré, que Fernando, tu connais, on a pensé s'être mis d'accord, c'est ce qu'il voulait. Le résultat est à peu de choses près une réussite par rapport au projet qu'on a eu, et le patient est mécontent, il veut revenir en arrière. Alors il sait que son nez réussi, tout le monde le félicite, mais il dit mais finalement je me suis trompé. Et donc il a été non seulement sourd, ou l'un de nos doigts était sourd, et aussi aveugle, puisqu'il y avait les photos. Donc le visuel n'a pas éclairé la surdité. Peut-être sur le divan du psychanalyste,
le bilan de ces surdités, de ces aveuglements pourra être fait. On continue. Alors, c'est comme le disait Romano, on peut récuser une opération quand on sent qu'il y a un décalage entre les deux discours, les questions et les réponses qui, au lieu de se rejoindre, qui sont complètement à côté l'une des autres, ce côté répétitif avec la connexion qui ne se fait pas. Donc ça nous fait récuser les patients, bien évidemment. Voilà. Il écoute mais il n'entend pas. Et, cette petite sculpture dans le coin de la rue, on va continuer. Ben voilà, et il y a écrit « J'écoute ». Donc rue du regard, et puis j'écoute. Voilà. Le regard et l'écoute. Donc il y a la surdité du regard aussi parfois qui peut intervenir. Voilà, mais je vous remercie. Ça c'est un petit amusement pendant un congrès. On a fait des nez avec un grand rhinoplasticien qui est à côté de moi. Voilà, je vous remercie.